Bonjour Stéphane Defraigne, bienvenue. Merci, bonjour. Stéphane, on se connaît depuis très longtemps, hein. Trop. Oui, on va dire on n'est pas des vieux amis, mais nous sommes nous sommes, On se croise. ouais, voilà, On se de croise. longue date, on va dire. Exactement. Stéphane, tu es vigneron à Bordeaux, Oui, dans l'Entre-deux-Mers. oui. Et comment devient-on vigneron quand tu es bruxellois à la base? Oui, je suis né à Uccle, pas très loin d'ici. J'ai fait mes études effectivement aussi à Uccle, puisque j'étais au Collège Saint-Pierre. Et tu dilais quoi? De l'herbe ou de la coke? Parce qu'au collège, Non, 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 non. Je sais pas ce que c'est devenu, mais à l'époque, c'était très chic. Ah oui, oui, c'était bien. D'accord. Il fallait faire ça. Enfin, c'était la seule école qui avait bien voulu de moi, en fait. Et donc, voilà, donc j'ai fait mes études là-bas. Et puis un jour, je suis parti à Bordeaux pour des raisons diverses et variées. Mon papa connaissait très bien le vin. C'était quelqu'un qui avait une connaissance très éclectique du vin. Il a importé indirectement via une revue dont je ne citerai pas le nom du vin. Euh, et donc, on recevait à la maison des vignerons et des gens du vin. Et moi, je trouvais que c'était une vie géniale. J'en avais un petit peu marre de la Belgique, qui est un pays parfois petit avec des frontières à l'intérieur. Donc, j'avais besoin d'espace, j'avais besoin d'écologie aussi parce que j'avais toujours été animé par la nature, par cette envie de travailler les sols, etc. Et donc, je suis allé à Bordeaux, j'ai commencé des études à la faculté d'œnologie. Et ensuite, j'ai commencé par travailler comme conseil pour des différents crus là-bas, différents vins. Et Ça, puis, c'est marrant, tu as commencé comme consultant, oui, 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 directement. oui, oui. Et ils t'ont pas dit, toi le belge, ta gueule. Non, parce que c'était des Anglais. Ah oui, donc ça compte pas, évidemment. Non, je me suis pas frotté au Bordelais d'entrée, effectivement. Mais bon, en fait, si tu veux, là, il y a eu une chose assez incroyable dans les années 80, début des années 80. Le type qui avait un appartement à Londres, il vendait son appartement à Londres et il voulait acheter un château à Bordeaux avec des vignes, quoi. C'était de cet ordre-là. Parce que bon, c'est vrai que quand on parle Bordeaux, on parle de grands châteaux, de grands crus classés, de choses voilà, qui en jettent. Mais ça représente 3% des volumes. Le reste, ce sont des petits crus, comme on dit là-bas, mais qui, voilà, moi j'appelle ça des laborieux qui ont tout à prouver, qui ont tout à faire. Et c'est là que c'est intéressant, en fait. Oui, bien sûr. C'est d'arriver à, en fait, des crus qui sont pas connus, qui n'ont pas nécessairement des bons terroirs, qui ont juste, voilà, qui ont envie de faire des bonnes choses. Et c'est là que c'est intéressant, et c'est là que la technique aussi est intéressante, et c'est là que l'homme intervient. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin, c'est ce que j'appelle moi l'écophysiologie. C'est-à-dire que c'est une manière euh, de permettre au terroir de s'exprimer à travers la main de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas faire les choses. On intervient sur la densité de plantation, sur l'orientation des rangs, on intervient sur surface foliaire, voilà, enfin tout cet environnement qui permet de concentrer les vins. Et c'est très chouette à faire, en fait. Alors, on reprend un petit peu avant, parce qu'on est déjà très très Oui, loin dans le truc. oui, mais je C'est comme si m'emballe. on avait fini. Je Oui, oui, m'emballe. si on te laisse partir, c'est le bordel. Donc, tu sors de la fac, Ouais. tu travailles comme consultant, tu escroques quelques Anglais malheureux qui ne savaient pas quoi faire de leur argent. Et tu fais du vin pour eux. Tu travailles comme conseil sur une vision globale, ou tu travailles déjà en œnologie. Comme conseil sur une vision globale, effectivement, c'était souvent ce qui se rachetait, c'était à l'époque, la viticulture bordelaise n'était pas florissante, elle ne l'est toujours pas, hein. Mais à l'époque, c'était pas terrible du tout, début des années 80. Et donc, il y avait des vignes que les Anglais reprenaient, étaient des vignes qu'il fallait restructurer. Il fallait changer les piquets, il fallait changer les fils de fer, il fallait replanter, il fallait avoir une vision aussi de l'avenir. Et c'est vrai que avec les Anglais, j'ai beaucoup appris, parce que les Anglais, c'est les inventeurs du marketing. Et ils se sont tout de suite positionnés avec un besoin auquel moi je pouvais répondre
c'était il faut faire un vin pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'on sortait de cette facilité bordelaise qui a toujours été de dire voilà, je fais du vin, il faut me l'acheter. Démerdez-vous avec. Oui, voilà. Ça, oui. Donc là, il voulait déjà des rosés, il voulait des vins plus fruités, il voulait travailler différemment. Et puis aussi, les Anglais ont une perception des tanins qui est très très différente de ce que les Français recherchent ou ce que les Belges recherchent aussi, parce que les Belges sont des amateurs de tanins, sont des amateurs de vin fort, c'est des mangeurs d'ail et de tomates farcies. D'ail cru, il faut le préciser. Oui, sinon c'est pas bon pour la santé. Sinon ça n'a aucun intérêt. Alors que les Anglais, ils étaient déjà dans une sucrosité au niveau gustatif. Et donc, on n'avait pas toujours des vins qui étaient en adéquation avec ce qui était recherché. Et puis aussi, il y avait une habitude de consommation en Angleterre qui existait, c'était à l'apéritif. C'est-à-dire qu'on buvait des vins, mais pas en mangeant nécessairement, voilà, c'était des vins de dégustation qu'ils cherchaient. Et puis aussi, il y avait un truc qui m'avait frappé avec les Anglais, c'est que vous pourriez être allé quelquefois, entre le moment d'achat d'une bouteille de vin et le moment de la consommation, il y avait quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure. Oui, mais en Belgique, on considère que plus de 80% des vins sont consommés dans les 72 heures qui suivent l'achat. Maintenant, Ouais. mais avant, c'était pas Avant, ça. c'était pas le cas. Un Belge, il construisait une cave et puis il mettait la maison autour. Oui, c'est ça, exactement. Mais moi, je trouve ça normal. C'est une base de travail. D'abord la cave, et puis le reste. Et la cuisine. C'est important. Donc, tu développes ça. Et comment passe-t-on de ça à... Enfin non, c'est cohérent. Passer de ça à avoir son propre vignoble. Disons qu'au bout d'un moment, quand tu conseilles les gens, que tu en as... il y a un moment où les gens que tu conseilles, en fait, ils ne suivent pas toujours les conseils que tu leur donnes. Non. T'es sérieux? Et puis, au bout d'un moment, ça fatigue. Donc, je me suis dit un jour, je vais... en fait, ce qu'il y a dans le microcosme des Anglais qui achetaient des propriétés à Bordeaux, il y avait pas mal de gens ils étaient un peu entre eux, quoi. Tu sais, les Anglais, c'est pas des gens qui s'intègrent facilement. Je vais me faire des amis. C'est pas des gens qui s'intègrent facilement. Personne qui nous écoute. T'es peinard, t'es à l'aise là-dessus. Donc, c'est vrai qu'ils étaient souvent ensemble. C'était celui qui avait raison, c'était le dernier qui avait parlé, quoi. Et c'est que ça marche comme ça en Belgique aussi. Ah oui. Faut arriver en retard alors. Chez des gens un peu riches comme ça qui veulent se lancer dans l'aventure du vin, etc. Il y a le dégustateur social. Donc c'est lui qui te dit ce que tu dois boire. Et ça, c'est très, très casse-burne. Moi, j'ai travaillé comme consultant pour faire la cave de quelqu'un qui ne boit pas de vin. Et un jour, il voulait du champagne. Je te donne l'exemple. Il voulait du champagne pour quand il reçoit, parce qu'il reçoit quand même beaucoup. Et je lui dis, on va prendre Jackson, machin, c'est super bien fait, c'est régulier, c'est pas trop à la mode, mais c'est très bon. Ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis il reçoit un mec un jour. Et son copain lui dit... Ils sont à 8, ils boivent 5 bouteilles. À la 5e bouteille, le gars dit « Montrez-moi un peu l'étiquette ». Et il regarde l'étiquette et il dit à mon client, il dit « Mais comment tu peux boire ça? Tu dois boire du ruinard blanc de blanc ». Donc le gars m'appelle le lendemain en me disant « Voilà, il faut me reprendre mon champagne et me mettre du ruinard blanc de blanc ». Je dis « Mais le ruinard blanc de blanc, c'est de la limonade, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ». Et il me dit « Non, mais il faut ». Et donc, je me suis retrouvé avec un stock de Jackson que j'ai bu, parce qu'il me les a offertes en plus. Un mec généreux. Et ça existe comme ça. Le dernier qui parle a raison. Et à un moment, t'en as plein le dos, quoi. C'est un truc, on est d'accord. Et alors, je m'occupais d'une petite propriété pour continuer l'histoire, qui était à Créon. Créon, c'est un petit village dans l'entre-deux-mers qui est pas très, très connu. Juste à côté, il y avait une propriété qui était à vendre. C'était en 1989. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer dans l'aventure. Je vais moi-même faire mon vin comme j'ai envie de le faire. Et puis, voilà, je suis allé voir des banques qui m'ont dit non. Je suis allé voir une deuxième banque qui m'a dit non. Une troisième banque qui m'a dit non. C'est le principe aussi. Jusque-là, rien n'a changé. Et ensuite, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de le faire autrement. Et j'ai pris des associés, en fait. Il y en avait 7, les 7 mercenaires qui ont... Oh, les 7 nains. Voilà, ou les 7 nains. Oui, il y en a beaucoup, hein, 7.
Et petit à petit, j'ai racheté leur part depuis, mais on a commencé comme ça. Moi, j'avais 51% des parts de l'entreprise et on a fait du vin. Très vite, ça a bien marché. Après, fin des années 80, début des années 90, Bordeaux, il y avait un appel d'air Oui. important et ça se vendait facilement. En Ça fait, se vendait bien. ça se vendait même trop facilement parce Et que, un peu cher. oui, ça se vendait. Et puis, c'était rentable parce qu'à l'époque, les vannes étaient un peu ouvertes, on faisait du volume. Euh, on le paye aujourd'hui, tout ça. Mais c'est vrai que c'était une époque un peu euphorique. J'ai eu la chance de tomber dans cette période-là quand je me suis installé. J'ai aussi la chance de tomber sur des années Des assez grands sympas, millésimes. 88, 89, 90. C'est quand même 3 grands C'était du millésimes. caviar, ouais, tout à Surtout fait. 88 à mon sens, mais Ouais. Ça coûte combien plus ou moins pour pour se lancer et acheter une vigne? Alors, ça dépend. Enfin, en tout cas à l'époque. à l'époque, moi, l'investissement total en euros avait été d'environ 1 million d'euros. Et Voilà. maintenant, j'imagine que c'est plus. Maintenant, c'est moins cher. Ah, Non, en fait, il y a Oui, l'investissement viticole est devenu moins cher. Aujourd'hui, les vignes, si vous achetez des vignes en entre-deux-mers, qui sont des vignes à restructurer en entre-deux-mers, vous allez les payer 10 000, 15 000 euros l'hectare. Pour te donner un ordre d'idée, la terre agricole chez nous, pas plantée en vigne, vaut en moyenne entre 60 et 80 000 à l'hectare. mhm. Et le coût de plantation va être quoi, entre 15 et 20 000 à l'hectare à peu près, 25 000 même. Oui, 25 000, Ouais. puis peut-être que demain, parce qu'avec l'inflation des produits, Les prix fil du de piquet, fer, monsieur, les piquets en galva. et la main-d'œuvre Donc, qui tu as va 25 000 augmenter. balles. Donc, chez nous, si tu veux un hectare planté, la moyenne, c'est 100 000 euros plantés. Et à Bordeaux, dans l'entre-deux-mers, c'est 10 fois moins. Et tu es Ce dans un qui coûte terroir plus cher, viticole. c'est tout le matériel pour faire le vin, du coup. C'est le prix de par la rapport. terre. Et comme le vin ne se vend pas, il va t'expliquer lui-même, c'est mieux, mais comme le vin ne se vend pas bien pour l'instant, l'entre-deux-mers, c'est vraiment une région qui est un peu sinistrée, bah, les gars, ils bradent la terre. Ça vaut que dalle. 10 000 balles l'hectare planté, ça vaut rien. C'est moins cher que le coût de plantation. Ce qui a augmenté, en fait, parce que c'est vrai que la valeur de l'entreprise a augmenté, c'est l'immobilier. Parce qu'avant, quand on achetait une propriété viticole, euh, Les murs étaient gratuits. Hein. oui, absolument, c'était l'option, quoi. Vous le prenez, le château, en même temps. Non, j'exagère, mais c'est vrai que l'immobilier avait beaucoup moins d'importance qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des propriétés viticoles, qui achètent les vignes pour pouvoir avoir la maison, quoi. Donc, on est sur, On a inversé oui, le truc. En fait. ouais, on est sur une autre Et dimension. Bordeaux, toute la région, Bordeaux, c'est énorme. Bordeaux, c'est une des plus grandes zones d'appellation contrôlées au monde. Voilà, c'est pas la plus grande, mais une des toutes grandes. Et on est sur quelque chose où aujourd'hui, il y a une crise. Bordeaux traverse une crise qui est une double crise, en fait. Il y a une crise économique et en même temps, il y a une crise d'image terrible. Il y a une espèce de mode du Bordeaux bashing qui est parfaitement ridicule, mais enfin, c'est étrange parce que tu vas dans les bars à vin, dans tous les trucs, tu vois, tous les endroits que tu fréquentes la nuit, bizarre. Eh bien, les mecs font du Bordeaux, non, c'est vraiment trop dégueulasse, quoi. Et il faut que dans le snobisme du vin actuel, le Bordeaux, c'est vraiment un truc qu'il faut mettre de côté. Il faut plus en C'est trop parler. classique, quoi. Ah, Bocotra, Bocotra. Et en plus, ils font pas de vin nature, pas assez. Et donc, c'est pas très minéral. Et ça, c'est un truc. Et puis, il y a une crise économique liée à ça. C'est que Bordeaux, ils se sont beaucoup basés sur le grand export. Le plus gros consommateur de vin au monde, pour comprendre, la plus grande zone de consommation du vin de vin au monde par habitant, c'est l'Europe occidentale. Une fois que tu as fait Italie, Espagne, Portugal, France, Allemagne, Belgique, enfin Benelux, Scandinavie, Grande-Bretagne, tu as déjà fait la moitié du marché mondial. Et puis, il reste les États-Unis, la Chine, etc. Alors, la Chine, c'est un gros potentiel parce qu'ils sont nombreux. Mais ils boivent 10 centilitres par personne, en moyenne. Et encore. Et donc, on a un marché qui n'a plus été bien travaillé parce que l'Europe finance l'export, le grand export. Ils donnent des fonds, enfin, je ne sais pas comment ça marche pour toi, mais il y a des fonds pour exporter hors Europe. Donc, les gars exportent hors Europe. Ce sont des marchés super difficiles. Alors que le marché local, il est demandeur. Chez nous, tu regardes les foires au vin, les prospectus. Tu vois ce que c'est une boîte aux lettres?
Oui. Voilà. Et, et, et donc, quand tu mets nos pubs, tu reçois des catalogues dedans, Mhm. avec plein de trucs. Et dans les foires au vin, si tu regardes les foires au vin actuelles, la saison touche à sa fin, tu as des propositions où tu as au moins 50% de Bordeaux dedans. Parce que le Belge boit du Bordeaux encore et toujours. Et donc, il y a un truc assez étonnant là-dedans, c'est que on aime bien cogner sur l'image de Bordeaux dans un certain milieu, mais ça se boit encore. Le Belge, il boit encore du Bordeaux. Mais le Chinois, il boit un coup du Chilien, un coup du Bordeaux. Et alors le marché s'arrête, ça fait des vagues. C'est assez spectaculaire, quand même. Comment ça se fait que enfin, les Bordeaux, enfin, la région en tout cas, se soit spécialisée dans la commercialisation à grande échelle? Est-ce que c'est dû à la mentalité de la région? Est-ce que c'est dû aux vignes sur Alors place? c'est culturel, hein. Bordeaux, l'Aquitaine a été anglais. On a été anglais pendant 300 ans à Bordeaux. Il y a eu toute cette culture qui est née avec des vins qui trouvaient leur débouché par la mer. Donc ça allait sur l'Angleterre, hein. On revient toujours aux Anglais. Ouais, les Anglais, c'est terrible parce qu'on les met dehors, ils rentrent par la fenêtre. Et donc ça partait en Angleterre et ça partait aussi sur Anvers. Ça partait sur Amsterdam. Donc c'était par voie maritime que Bordeaux a construit sa commercialisation. Et donc effectivement, les Anglais, on les connaît, hein, ils ont des bateaux, ils vont partout dans le monde, et à l'époque, en tous les cas. Et donc la prospérité de Bordeaux est née de ce commerce avec l'Angleterre et avec le maritime. Les vins de la vallée du Rhône, mais ils montaient par la Bourgogne. D'ailleurs, on le retrouve en Belgique, c'est assez marrant quand tu regardes la consommation du vin sur la Belgique en règle générale. La partie wallonne du pays, c'est plutôt Bourgogne. La partie néerlandophone du pays, c'est plutôt Bordeaux. C'est-à-dire qu'il y a ces habitudes de consommation, ces habitudes culturelles sont restées aujourd'hui. Même si ça bouge, hein, mais... Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est que le commerce du vin à Bordeaux était assumé par des protestants, essentiellement, anglais et allemands, et la production plutôt par des catholiques. Et ça ne se mêle pas. Tu sais que les catholiques ont un rapport à l'argent très particulier. Ils en veulent, mais ils ne le disent pas. Les protestants, ça va, ils le disent directement. Mais les protestants ont été parqués. La ville de Bordeaux est marquée par ça. Et il y a tout un quartier qu'on appelle les Chartrons, où en fait les familles protestantes étaient parquées. Elles étaient hors muraille, hors du centre de Bordeaux, hors du cœur. Parce que eux faisaient du commerce. C'était pas bien de faire du commerce. N'empêche que c'est eux qui ont porté la ville et qui ont fait la région, en fait, Ouais. économiquement. Ah oui, c'est sûr. D'ailleurs, c'est marrant, sur les quais, une anecdote, il y a 2 maisons sur les quais à côté de la Bourse, qui sont des maisons style hollandaise, avec pignons en escalier, comme on a à la Grand Place. Steen, Ouais, c'est marrant. Donc, tu t'installes. Ouais. On en revient à ça. Ouais, je m'installe, mais je continue à faire du conseil pendant l'installation, parce que Fontenay faisait, à l'époque, c'était une petite entreprise. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de surface. Il y avait 15 hectares en vigne à l'époque. Et donc 5 hectares de blanc, 18 hectares de rouge. Et voilà, bon, j'ai commencé à faire du vin comme j'avais envie. J'ai vite trouvé des marchés, parce qu'à l'époque, ça se faisait facilement. Mais je continuais, parce que entre-temps, j'avais rencontré l'amour, j'ai eu des enfants, donc il fallait faire vivre toute cette petite famille. Donc la viticulture me permettait, mon activité viticole sur Fontenay me permettait de rembourser mes emprunts, mais me permettait pas de faire croûter tout ce petit monde. Donc j'ai continué le conseil pendant 10 années de plus. Jusqu'en 99, où j'ai complètement arrêté parce que voilà, ça a fonctionné. On a repris des vignes, on a un voisin qui nous a donné en fermage ces surfaces. Donc petit à petit, on s'est agrandi, et aujourd'hui, Fontenay, c'est une 60aine d'hectares de vignes en production. 60 hectares, ça commence à devenir un peu sérieux, là. Oui, c'est un peu trop même, parfois. Ouais. Vous Non. faites quoi principalement? Du rouge? On fait... Alors, j'ai voulu aussi une orientation plutôt blanc, mais
Pas trop, parce qu'il faut faire attention. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, on a un tiers de blanc, 2 tiers de rouge. Et sur les 2 tiers de rouge, on fait du rosé, mais on fait aussi des rouges qui se boivent rapidement. Euh, c'est important dans notre métier, on est agriculteur, hein, on est viticulteur, mais on est agriculteur, donc on dépend des aléas climatiques et la vigne, elle en dépend considérablement puisqu'on est sujet à des gelées parfois au printemps, on est sujet à de la grêle parce que voilà, une année sur 10, on grêle à 100% pratiquement. Et puis maintenant, il y a la sécheresse. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais je veux dire par là qu'on a des aléas climatiques. Et quand on a des aléas climatiques et qu'on fait du commerce, ça marche pas très bien ensemble. Si vous produisez du blanc et puis qu'une année, vous avez rien, l'année d'après, vous perdez vos clients parce qu'ils vont aller voir ailleurs parce qu'ils en ont besoin de vin blanc. Alors qu'en rouge, les vins rouges, ils sont commercialisés en général 18 à 2 ans, voire 3 ans après leur récolte. Et donc, ça permet d'avoir une sorte d'assurance climatique. Donc, il faut faire c'est pour ça qu'il faut pas faire que du blanc, c'est être très vulnérable, en fait. Et justement, tu parles climatique. Le réchauffement, en tout cas, ou les changements climatiques actuels, parce que le réchauffement, c'est un peu trop simpliste, impactent de façon violente. Ah oui, on l'a vu venir. Moi, mes premières vendanges, c'était en 1976. Non, 77, pardon. J'avais 2 ans. À Saint-Émilion. Et à l'époque, on vendangeait au mois d'octobre, quoi. Aujourd'hui, depuis quelques années, parfois, on va flirter avec la fin août. Donc, on a perdu... on a perdu ou on a gagné 3 semaines. Ça dépend si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais c'est vrai qu'il y a un changement qui est bien là, qui est bien réel. Et là, je vais être écologiquement pas correct du tout, mais qui est bien pour Bordeaux, en fait. Parce que aujourd'hui, Bordeaux on fait des vins beaucoup plus mûrs qu'il ne le faisait avant. Alors, tout à l'heure, on évoquait la façon de consommer. Il y a 35 ans, les gens avaient des caves, hein, ils gardaient le vin, donc on faisait des vins qui étaient imbuvables quand ils étaient jeunes. Hein, je parlais des vendanges de 1977. À l'époque, on mettait encore les rafles. Les rafles, c'est la partie verte de la grappe. La partie verte de la grappe, on mettait ça dans la cuve parce que ça contenait des tanins et on voulait beaucoup de tanins parce qu'on voulait que le vin vieillisse longtemps, parce que la valeur du vin était dépendante complètement de sa capacité à vieillir. Donc plus un vin pouvait vieillir, plus il avait de la valeur. Donc on était sur cette optique-là. Alors qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique aidant, on s'est rendu compte que lorsque les tanins, les pépins, pardon, en rouge, que les pépins étaient bien mûrs, les tanins étaient beaucoup plus souples, étaient beaucoup plus soyeux. Et donc, on est allé chercher cette maturité qu'on appelle maturité phénolique. C'est un grand mot, mais ça, en gros, c'est la maturité des anthocyanes et des tanins qui permettent d'avoir une belle couleur, qui permettent d'avoir des tanins souples, et donc d'avoir des vins structurés, mais qui se boivent jeunes. Les anthocyanes, c'est les polyphénols colorants. Ok. Parce que quand elle allait poser la question, je voyais bien que ça t'intéressait. Je me suis dit, elle pose la question quand elle ne comprend pas. Donc parce que tu la regardes, tu vois bien qu'elle te regarde fixement. À un moment, elle a bugué. Hein, c'est un truc. Il y avait des termes un peu techniques. Mais ça va, j'ai tout compris. Non, mais c'est bien de les expliquer parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui ne les connaissent pas non plus. Donc, pose la question, n'aie pas peur. Et avec les 60 hectares, tu fais plus ou moins combien de litres par an de vin? Ça, c'est une question. Avec 60 hectares, on fait à peu près 3000 hectolitres, donc 300 000 litres. 450 000 bouteilles. Voilà. Combien? 450 000, tu rajoutes Oui, voilà, quart. on pourrait faire 450 000 bouteilles. Ce qu'il y a aujourd'hui, mais ça, c'est un autre sujet, mais, moins, oui. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je commercialise bien, entre guillemets, 300 000 bouteilles, et j'ai gardé un volant, je dirais, avec le négoce bordelais en vrac, c'est pour ça que tout à l'heure je disais c'est trop. En fait, aujourd'hui, l'idée sur l'entreprise, c'est de ne produire que ce qu'on est capable de vendre en bouteille et de bien valoriser, parce que le marché du vrac est complètement catastrophique. Ça, pour être clair financièrement, le marché du vrac à Bordeaux, le prix qu'on nous achète le vin vendu en vrac, donc on met dans les camions citernes, qui font des marques que je ne citerai pas,
ces vins-là, ils sont achetés à peu près à 30-40% de leur coût de production. Donc, En dessous d'un euro du litre. oui, voilà. Donc, tout ce qu'on valorise en vendant de la bouteille, mais on le perd en vendant du vrac. Donc, c'est d'ailleurs, on parlait de la mévente de Bordeaux tout à l'heure. Le problème de Bordeaux, c'est son vrac, en fait. C'est ce volume de vin qui est vendu dans les camions citernes qu'on retrouve en grande distribution à 3 francs 6 sous et qui ne sont pas nécessairement des vins qui sont travaillés de manière à avoir une qualité optimale, quoi. Et du coup, c'est quoi l'intérêt de faire du vrac alors? Il n'y en a aucun. Il y en a plus aucun, mais c'était la façon dont Bordeaux, alors, Bordeaux est lié beaucoup à l'histoire. Et c'est vrai que le négoce bordelais a beaucoup de force à Bordeaux et en a encore beaucoup aujourd'hui. Donc l'intérêt de faire du vrac, c'était que le système. Alors le système politique d'ailleurs Bordeaux et la gouvernance de Bordeaux et ce qu'on appelle le CVB, le Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, est encore basé sur ce principe-là. C'est-à-dire que le paysan, il produit, le vigneron produit et le négoce vend. Donc ça, c'était le modèle qui a fonctionné pendant des années et qui aujourd'hui est en train de chuter complètement. Et donc la tendance actuelle, c'est que les vignerons ils ont pris un petit peu le pouvoir, entre guillemets, et ils commercialisent directement leur vin parce que sinon, ils pourraient pas vivre de leur métier, quoi. En fait, il y a toujours ce rapport à l'argent dont je parlais tout à l'heure, historique. Et très longtemps, les propriétaires se disaient, mais on va pas vendre nous-mêmes parce que c'est sale. J'ai encore connu des propriétés comme ça, très jolies, très dans le Médoc, où ils mettaient tous sur ce qu'on appelle la place de Bordeaux, et c'est le négoce qui vendait, même pas du vrac, qui vendait les bouteilles. Mais tu n'es pas maître de ton marché, tu n'es pas maître de tes prix. Tu vends ton prix, le négoce prend ou il prend pas. Mais l'année où il décide de ne pas prendre, tu as tes bouteilles, tu es obligé de t'asseoir dessus, tu peux rien faire. À ce moment-là, comment tu fais pour les vendre? Tu es obligé de prendre ta petite valise et d'aller commencer à démarcher toi-même. Si tu as construit depuis 30, 40 ans, bah, tu as un réseau. Si tu n'as pas de réseau, parce que d'un coup tu te fais planter, tu es à poil. Et c'est arrivé, et c'est comme ça que les vignerons se sont mis à vendre de plus en plus eux-mêmes. La vente, en fait, tu peux expliquer, parce que c'est quand même plus ton truc, mais la vente des grands crus, par exemple, c'est assez fascinant, parce que les ventes en primeur, c'est un marché, un peu comme des marchands de tapis. On attend qu'il y en ait un qui sorte. Donc au mois de mars chaque année, on fait goûter, à mars-avril, on fait goûter les vins de l'année qui vient d'être récolté. Et puis on va leur donner un prix. Mais tu vends des échographies, tu vends pas le vin. Le vin, il sera prêt 2 ans plus tard. Donc on fait des échantillons concours pour qu'ils soient prêts à voir. Hein? Ouais, ça se fait sans doute, mais je pense pas que. Ouais, peut-être. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a moi, je l'ai vu en 40 ans, j'ai vu les choses évoluer. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait une certaine solidarité entre tout le monde il y a 40 ans. Aujourd'hui, les grands crus glacés, ils sont partis très très loin, très très cher. Et les autres Bordeaux, ben, ils sont partis de l'autre côté en cherchant à vendre des volumes qui ne trouvaient plus preneurs. En fait, le négoce bordelais a tellement bien gagné sa vie en vendant des grands crus classés qu'ils se sont détachés de la commercialisation des petits Bordeaux. Moi, je l'ai vécu, ça, d'ailleurs, j'ai eu très peur parce que j'ai pensé que je passais à la trappe à ce moment-là. C'était en 2008. Je travaillais avec un négociant qui m'achetait mes vins en primeur, c'est-à-dire que tous les ans, il me disait voilà, j'ai besoin de 100 000 bouteilles. Voilà, et il me donnait 4 traites que j'amenais à la banque, et c'est lui qui vendait le vin directement aux États-Unis ou un peu partout dans le monde. L'Angleterre. Oui, ou en Angleterre, en Belgique, peut-être pas parce que je m'étais gardé le marché belge. J'ai eu raison. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Et un jour, j'ai le négociant, enfin, le directeur général de la maison de négoce m'a appelé. Et c'était un garçon qui était très fort en statistiques. Il a regardé ses statistiques. Il m'a appelé. Il m'a dit, il n'est même pas venu me voir. Hein, il m'a dit, Stéphane, voilà, on va arrêter de travailler ensemble parce que nous n'avons plus la vocation de vendre des petits vins de Bordeaux.
Et ça, c'était la phrase qui tue. Et je l'ai pris dans la gueule. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Donc, c'est là que je me suis dit, il faut que je prenne ma valise. C'est là que tu as acheté un pistolet. Le type, on ne sait pas, il nage dans la Garonne depuis lors, 20 kilos de béton au pied. Je l'ai jamais revu, mais je pense que bon, il s'en fout de moi, mais c'est vrai que ça démontre je dirais une mentalité qui a vachement évolué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les choses sont en train de changer à Bordeaux et on le voit, hein, l'actualité est assez sévère avec les viticulteurs. Il y a des gens, il y a des drames, hein, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui arrêtent, il y a des propriétés qui ne se transmettent pas parce que moi, la semaine dernière encore, j'ai un copain que je suis allé voir là du côté de Targon, à côté de chez nous, qui m'a dit, moi je ne demande qu'une seule chose, c'est que mes enfants ne reprennent pas la propriété. Donc le type, il a travaillé toute sa vie pour monter un truc et il dit attendez les enfants, ne mettez pas les doigts là-dedans, quoi. Et il faut peut-être expliquer que le vigneron, il travaille pratiquement toute sa vie pour la génération suivante. C'est du très long terme. C'est un boulot qui est complètement étrange par rapport au monde économique actuel. Dans le monde économique actuel, tu dois produire, récolter tout de suite. Quand tu plantes de la vigne, pour qu'elle soit optimale, qu'elle soit à son âge adulte et qu'elle produise de qualité, il faut au moins 20 ans, 25 ans. Alors, le temps que tu prennes la boîte, que tu te mettes en place, que tu comprennes comment ça marche, ça fait déjà 10 ans. Tu plantes, tu as 35 ans de carrière quand tu arrives au truc. Donc, il est temps de passer la main, quoi. En fait, c'est tout l'intérêt de bien travailler la terre, quoi. Pour Pour les c'est ça qui suivants. va faire que la génération d'après aura des bonnes vignes. Absolument. Oui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de vision. C'est important de savoir d'imaginer comment les choses vont évoluer et vers quoi, pour savoir vers quoi il faut aller. Et c'est vrai, c'est une évolution du goût. Évidemment que le goût évolue considérablement. Puis le réchauffement, effectivement, qui intervient aujourd'hui là-dedans aussi. Donc il y a toute une série de phénomènes dont il faut tenir compte pour avancer. Mais en tous les cas, moi je pense que un des fondamentaux de la viticulture aujourd'hui, c'est d'arriver à faire des vins qui plaisent aux consommateurs, qui soient en adéquation avec ce que le consommateur demande. Je crois que et Bordeaux est en train de travailler beaucoup là-dessus, hein, le CIVB, dont on parlait tout à l'heure, ce sont les gens qui communiquent en fait sur les vins de Bordeaux, commencent depuis quelques années à regarder ça. L'idée, c'est de remettre le consommateur au centre du débat et d'avoir vraiment des vins qui sont en adéquation avec la demande du marché. Et c'est quoi qu'est-ce qui fait la différence entre un petit cru et un grand cru? Est-ce que c'est la qualité dans le travail de la vigne ou est-ce que c'est plus par après au niveau de la production de vin? Quoi, Quelle est la différence? alors les grands crus sur le papier, il y a des classements, hein, il y a un classement dans le Médoc, il y a un classement à Saint-Émilion, classements qui sont plus ou moins remis en cause, mais surtout moins que plus. En tous les cas, ils en prennent de plus en plus, mais selon des critères d'ailleurs qui sont parfois un petit peu, pour moi, déplacés. Mais ce qui fait la différence, c'est le terroir, c'est le sol, bien sûr. En fait, une plante, une vigne, c'est une plante qui puise de l'eau dans le sol. Et parce que dans un verre de vin, il y a 85% de flotte. Hein, et voilà. Donc, c'est ce filtre, en fait, qui est important. Et plus le sol va être apporteur d'éléments nutritionnels à la plante, mais sans qu'elle soit trop vigoureuse. C'est ça qui va faire la qualité, qui va faire le côté typicité. La différence entre un grand cru et un petit cru, c'est souvent aujourd'hui, pour répondre à ta question, c'est souvent aujourd'hui l'histoire. Mais c'est évident. C'est là qu'intervient la critique et la presse ils ont un rôle à faire là-dedans. Et les cavistes aussi, d'ailleurs, c'est ce que moi j'appelle des prescripteurs. C'est qu'aujourd'hui, on peut trouver des petits crus qui, qualitativement, sont à la hauteur de
grand cru. Et voilà, donc, et à des prix qui sont nettement inférieurs. Et là, c'est c'est cette espèce de travail de découverte de ce qu'on appelle des pépites. Il y a un vrai boulot à faire qui n'est pas toujours fait, et on se repose plutôt sur le poids de l'histoire et des conventions, alors qu'il y a vraiment des choses fabuleuses à trouver. Il y a un truc qui est très très important dans la notion de terroir, c'est l'humain. Et pour moi, c'est l'élément même le plus fondamental. Alors, on peut en discuter tant qu'on veut, mais c'est l'humain qui va prendre toutes les décisions, qui va travailler les sols en profondeur, pas, qui va se dire je vais le travailler le plus légèrement possible par rapport à l'environnement. Je vais lui redonner de la vie. Il y a des terres, il y a des endroits où et c'est pas que pour la vigne, hein. Ça marche pour le blé, pour le maïs, pour tout ce qu'on veut. Il y a des endroits où la terre est morte, morte, morte. Donc dès que tu as du vent, dès que tu as du vent, tu as de l'érosion sèche. Tu n'as plus rien qui tient. Puis tu as des endroits où on rend la terre vivante avec couvert végétal, sans couvert végétal. Enfin, c'est toujours la même histoire dans le monde entier. En Afrique, ils ont les mêmes problèmes avec la culture sur brûlis. Ça fonctionne super bien la première année. Et puis à partir de la deuxième, troisième année, la terre est morte. Et donc, ils n'en tirent plus rien. Donc on leur apprend à faire du couvert végétal aux petits paysans, parce qu'avec le couvert végétal, on tient les sols en place, et ça veut dire qu'ils restent naturellement plus humides, ça lutte contre la sécheresse, naturellement mieux nourris, etc., etc., etc. Mais c'est vraiment l'humain qui décide tout ça. C'est la nature en elle-même. Oui, elle va foutre de la végétation si on la laisse faire, mais elle va pas permettre de régénérer la vie. C'est vraiment très intéressant cette notion d'agroécologie, parce que c'est quelque chose avec une réflexion très profonde. C'est pas un phénomène par trois oiseaux derrière leur ordinateur quand ils ont garé leur vélo en ville. C'est des gens qui sont au contact de la nature réellement, qui vivent avec. Et moi, c'est un truc qui me révolte profondément. C'est la guerre qui est faite, que ce soit aux vignerons, surtout aux vignerons d'ailleurs, mais à beaucoup d'autres agriculteurs, par des gens qui connaissent rien. Moi, je connais pas d'agriculteur qui en a rien à foutre de sa terre, quoi. Bah oui, de toute façon, c'est son outil de travail, c'est son patrimoine. Mais ce que tu dis est tout à fait juste, et on arrive à parler de biologie et de culture biologique. Euh, c'est vrai que sol vivant, c'est important, et l'activité biologique d'un sol, c'est ce qui permet sa fertilité, en fait. Un sol sera fertile s'il a une bonne activité biologique. C'est vraiment important, hein. Il faut qu'ils vivent, en fait. Qu'est-ce qui fait la différence entre des vins qui sont bio Ah oui, et, c'est pas ça. et ceux qui travaillent la terre de manière classique? Alors, ceux qui travaillent la terre de manière plus classique, ils sont censés aussi travailler la terre. Oui. Alors, c'est vrai que il va falloir remettre 45 minutes, hein. En fait, on peut travailler les sols, on peut, bien sûr, en n'étant pas en agriculture biologique. Faire de l'agriculture biologique, c'est un choix, et c'est un choix de répondre à un cahier des charges. C'est-à-dire que quand on veut faire du vin bio, il faut n'utiliser que des produits naturels pour traiter la vigne. On ne peut pas utiliser de désherbants, on ne peut pas utiliser de produits. En fait, on ne peut pas utiliser de produits chimiques quand on fait de l'agriculture biologique. C'est ça le principe fondamental. Et c'est intéressant, hein. Après, on peut ne pas faire de l'agriculture biologique et travailler ses sols, hein. C'est pas une obligation de faire de la culture bio. Mais c'est vrai qu'il y a un engouement aujourd'hui pour le bio, et il est respectable. On est de plus en plus nombreux à se lancer dans cette culture biologique. Nous, on a décidé de demander la certification en bio, mais ça faisait déjà une vingtaine d'années moi, depuis que j'arrive à Fontenay, pratiquement, on travaille nos sols en profondeur. Et puis aussi, on parlait du réchauffement climatique et de la sécheresse. Quand on travaille les sols, en fait, comme on dit chez nous, qu'un binage vaut 2 arrosages. C'est vrai que le fait de travailler les sols, ça permet d'avoir une meilleure alimentation en eau de la plante, et on est beaucoup plus harmonieux dans sa nutrition, et ça, c'est vachement important. Les grands axes aujourd'hui de développement du sol vivant, c'est l'utilisation des bactéries. C'est-à-dire qu'on s'est amusé à faire ce qu'on appelle le test du slip. Alors, Oui, tu connais? Oui, je connais. Tu plantes un slip en coton. Voilà, en fait, tu prends un slip en coton, tu fais un trou, tu le mets dans ton sol, et puis au bout d'un an, tu vas regarder l'état dans lequel il est.
savoir comment il s'est dégradé en fait. Et alors on fait plus ça avec des slips aujourd'hui, on fait ça avec des copeaux en bois qu'on met dans des petits sacs et qu'on enterre. Et l'idée en fait, c'est de permettre à la plante, par son alimentation et par justement la vivacité de son sol, puisque le sol où il y a des bactéries, c'est un sol qui est vivant, c'est de lui permettre d'avoir une capacité à répondre à l'agression des maladies par elle-même. C'est-à-dire que elle s'auto-défend des problèmes qu'elle peut rencontrer avec du mildiou, avec de l'oïdium, avec des maladies qui peuvent exister. Et c'est un axe de développement qui est vachement intéressant et qui est biologique aussi, bien sûr. Pas du tout. Ça va très très loin. C'est ça qui est assez rigolo quand on a un verre de vin. Et il ne faut pas oublier cette notion de plaisir. Le verre de vin, c'est un coup de rouge, un coup de blanc. C'est se faire plaisir, c'est un lubrifiant social, et voilà. Mais on n'imagine pas les impératifs qui vont jusqu'au bout de la chaîne, en fait. C'est une des grosses différences entre les brasseurs et les vignerons. C'est que le brasseur, il ne travaille pas son produit de base. Il achète l'orge, il achète le houblon, il a la levure belge par exemple, les levures sont sélectionnées, etc. Le vigneron, il peut travailler en levure naturelle. Il y a des brasseurs qui travaillent en levure naturelle, mais ils sont très rares. Il travaille son raisin, il travaille sa matière première. Et son raisin est bien travaillé, son travail à la cave sera déjà vachement plus facile. S'il travaille des raisins de merde, bah, il va devoir ramer pour essayer de faire du vin qui sera au mieux du vin de merde. Et donc, c'est vraiment une chaîne complète et on ne peut pas s'extraire de cette chaîne. Oui, il y a des mecs qui font du négoce, on en revient, etc. Il y a des mecs qui achètent des raisins, mais je veux dire, globalement, pour faire du vin de qualité, et c'est un travail de toute une année, voire de plusieurs années, parce que ce que tu vas faire sur une année va se ressentir sur plusieurs années dans la suite. Si tu gèles très fort, la vigne va être fragilisée, si tu tailles mal, etc. Donc tout a des conséquences qui sont des conséquences extrêmement complexes et extrêmement lentes, mais extrêmement longues aussi. C'est impressionnant. Hein. Le pinard, c'est quand même un poil compliqué de temps en temps. Donc si tu travailles mal ta terre, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, quoi. Ah, bien sûr. Ton vin n'est pas bon au final. Non, oui, c'est ça, exactement. Tu es responsable de tes actes. Et 95% 95% de la qualité d'un vin, il dépend de la qualité des raisins qui sont produits, effectivement. Alors, dans qualité, c'est un terme qui cache beaucoup de choses, mais c'est vrai que qu'importe la casserole qu'on utilise pour faire le vin, ce qui est important, c'est la qualité du produit qu'on met dedans. C'est un peu comme le poisson. Si tu as un poisson pourri et des belles casseroles en inox, il sera jamais bon, quoi. Et dans le vin, c'est la même chose. Parce que c'est vrai que, on parlait des investisseurs tout à l'heure, c'est vrai que les investisseurs, ils veulent un boucher avec il faut que ce soit bien. Mais ça, c'est pas par là que ça commence, quoi. Il faut d'abord avoir une bonne vigne bien plantée, avec le bon cépage, le bon porte-greffe. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est important. Un porte-greffe, c'est les racines. C'est fondamental. Oui. La bonne taille de la vigne. Parce que la taille de la vigne, quand je rentre la semaine prochaine, là, à Bordeaux, on va commencer à tailler la vigne. Et on va la tailler selon des règles qu'on a définies nous-mêmes. Mais ça va déjà conditionner le futur millésime qu'on va avoir. Parce qu'en taillant, on peut avoir plus de raisins à un tel endroit, moins de raisins à un autre. On va aussi regarder ce qu'on a produit l'année dernière, parce qu'on pèse tout systématiquement, chaque parcelle est pesée. On sait combien on a produit par hectare, le volume produit par hectare par chaque parcelle. Et donc ça nous permet de piloter en fait toute la vendange qui va arriver, toute la récolte suivante. Donc c'est des trucs qui sont vachement importants, quoi. Puis en fait, la qualité d'un vin, hein, on disait que ça cachait beaucoup de choses. La qualité d'un vin, elle dépend de l'accumulation de toute une série de petits détails. Et ces petits détails, ils sont tous très importants. Et plus on mettra de détails, plus on produira cher. Moins on mettra de détails, moins on produira cher. Et donc, on en revient à cette notion de qualité par rapport au prix. Un vin pas cher, ça ne peut pas être bon. Voilà. C'est difficile, en tout cas, oui. Ou salé par hasard. C'est exactement ça. Alors, pas cher, c'est quoi aussi, tu vois? Mais c'est des bouteilles à 4-5 balles. Quand tu as des bouteilles de 5-6 euros la bouteille en linéaire, en magasin, tu dois enlever la TVA, les accises, la matière sèche, la marge du distributeur, et tu te rends compte qu'il n'y a vraiment pas grand-chose derrière pour la production. Et donc,
Donc, au moins il y a pour la production, plus il faut faire des volumes. Plus tu fais des volumes, au moins tu contrôles. C'est à peu près ça le schéma. Il y a peut-être un truc pour conclure. L'avenir de Bordeaux passe par une réflexion. Et toi, tu fais des vins un peu différemment. Là, tu m'as envoyé des bouteilles il n'y a pas longtemps où tu travailles les vins totalement différemment de ce qui se fait habituellement sur Bordeaux. Ça vaut peut-être le coup de le raconter. Bah oui, on a pris. En fait, on s'est remis en question il y a 3-4 ans, un peu comme tout le monde avec le Covid. Ça nous a obligés à nous poser et à réfléchir. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, vers quoi on va. Ça a aussi été induit par le fait que je travaille avec ma fille aujourd'hui, Macha, qui a 32 ans et qui a décidé de reprendre l'entreprise. Et donc, on a remis un peu les choses à plat et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus, allez, j'allais dire sexy, pour être plus intéressant, pour être plus vendeur, et vers quelle viticulture allons-nous, vers quel type de production allons-nous. Alors, on est connu, Fontenay, on s'est fait une bonne réputation autour du blanc parce que bon, j'en ai planté beaucoup. Et j'ai cru au blanc. Et j'avais suivi les conseils de mon papa à l'époque qui me disait, tu sais, quand les gens font quelque chose, tu fais le contraire, en général, ça marche. Et, et à l'époque, quand je suis arrivé dans les années 80, tout le monde plantait du rouge, moi j'ai planté du blanc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un vignoble de blanc où on produit pas mal de blanc, enfin un tiers de la production est en blanc, on fait plus de 100 000 bouteilles de vin blanc, et on les vend bien. Et donc, mais en rouge, on se heurte à cette envie qu'a le consommateur d'aller vers des vins plus tendres, plus gourmand et peut-être moins austère. Et donc on s'est dit on va reprendre tout ça et je me suis alors dans le côté un petit peu révolutionnaire qu'on a voulu, on a arrêté d'écouter les œnologues bordelais. Je ne vais pas me faire de copains en disant ça encore une fois, mais on travaille avec des gens du Sud qui ont une vision beaucoup plus... Ils viennent de loin, les gens du Sud, ils se sont remis en question à une époque. Et donc, ils sont allés vers d'autres types de vinification qui permettent aux fruits de mieux s'exprimer. Et donc, on travaille là-dessus et on a fait un vin qu'on a appelé le Bordeaux tendre, qui est une vinification sans pépins. Donc, on épépine la vendange avant de faire les fermentations. Les pépins, tout à l'heure, on en a parlé. Quand c'est mûr, ça participe au goût, à la structure du vin et surtout, ça lui amène de la typicité, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître le vin grâce à ses tanins, on peut reconnaître l'endroit d'où il est produit. Les grands dégustateurs, c'est ce qu'ils font, les grands sommeliers. Hein, on goûte le vin et on dit, tiens, voilà, c'était le type de vin, donc ça correspond à tel endroit au niveau de sa production. Donc, on enlève les pépins et on fait un vin qu'on a appelé le Bordeaux tendre, qui effectivement, moi j'appelle ça mon glouglou. C'est un vin qui se boit facilement, un saucisson, une planche, un copain, et hop, la bouteille est terminée. Donc c'est un moment de consommation aussi qui sort de la consommation repas. Voilà, et qui est un vin qui plaît. Et je vois, c'est aussi une manière pour nous de recruter des nouveaux consommateurs. Parce que les gens qui aiment le vin traditionnel de Bordeaux, ils sont un peu tendance à vieillir aujourd'hui. Donc, c'est le premier type de vinification qu'on fait. Le deuxième type qu'on a fait dans la deuxième bouteille, on a appelé ça le Bordeaux gourmand. Alors, croquant gourmand. Hein, l'idée, c'est d'aller... J'ai un bon copain dans le Beaujolais qui m'a inspiré pour ça. C'est de faire une fermentation à la beaujolaise. Les Beaujolais, ils sont vachement forts dans le fruit. Hein, un vin du Beaujolais, d'ailleurs, c'est l'époque du Beaujolais nouveau, là, dans pas longtemps. C'est des vins pleins de fruits, quoi. Alors, on les a décriés, mais ils avaient l'avantage, ces vins, ils ont l'avantage encore aujourd'hui de plaire immédiatement, et d'être... C'est pas des vins de garde, certes, mais c'est des vins qui sont gourmands, quoi, qui sont juste juteux. Et donc, on a planté un cépage qui s'appelle le Malbec. Alors aussi, il y a toute une histoire à raconter autour du Malbec. Mais ce sont des greffons qui viennent d'Argentine. Et on a planté ces Malbecs, on a planté presque 2 hectares. Et on les fait en macération carbonique, c'est-à-dire qu'on coupe les raisins à la main, on les met dans une cuve et on met des levures et on laisse fermenter comme ça, en cuve close, pendant à peu près une semaine.
Et une fois qu'on arrive à la fin de la fermentation, on enlève le jus, on presse et on fait fermenter ça comme si c'était un vin blanc, c'est-à-dire à basse température, avec un bon contrôle de température. Et on a des jus qui sont très, très gourmands. C'est rigolo. Quand on prend un grain de raisin et qu'on le croque, on a l'impression de manger du Mon Chéri, tu sais, les trucs chocolat là, avec la petite cerise au milieu. C'est juteux, c'est vraiment super. Donc ça, c'est le deuxième vin. Puis le troisième, c'est celui qui est le Bordeaux Passion, où là, on va chercher l'hypermaturité. On va chercher des tanins très, 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 très mûrs pour avoir des tanins, pour avoir des pépins très, très, très mûrs, pardon, pour avoir des tanins très, très doux, très, très, très savoureux. Et donc, ce sont des vins qui vont être des vins de garde, mais qui sont consommables rapidement aussi. Et voilà, donc celui-là, c'est le Bordeaux Passion. Je pense qu'on n'en fera jamais le tour avec toi. On pourrait en refaire des heures et des heures. Oui, Il va falloir quand qu'on tu veux. s'arrête un jour. Mais je sais bien, on va recommencer. Il y aura un épisode 2, un épisode 3, le retour de la vengeance du fils du chien, etc. etc. Merci à toi de t'être arrêté ce matin. Merci de Je m'avoir... sais que tu as un programme vachement long. Ouais, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger et de partager ma passion. Oui, et puis là, tu as affaire comme des néo-consommateurs. Cassandre ne connaît rien en vin, et c'est ça qui est intéressant. Elle boit, par contre. Moi, Hein, je veux tu juste bois. savoir si vous avez des petits tips pour trouver justement les pépites dont vous parliez plus tôt. Comment trouver dans le rayon du magasin la pépite, pas trop chère, mais qui a une valeur sûre. Alors bon, déjà effectivement, se fixer un budget, je pense qu'au niveau des pépites, il faut pas redescendre en dessous de 10 € au prix de la bouteille consommateur, parce que sinon, bon, ça risque de pas être à la hauteur. Quoique, il y en a peut-être quelques-unes, on va dire, aller au-dessus de 8 €, quoi. Il faut aller chercher dans ces eaux-là. Je dirais qu'entre 8 et 20 €, on peut trouver d'excellentes choses. Moi, je favoriserais les vins de vignerons. Donc, essayer de ne pas acheter des marques, non pas qu'elles ne soient pas bonnes, mais au moins vous ferez vivre un vigneron qui en a besoin. Non, puis avec une marque, tu auras un truc constant. Tu auras un truc dans lequel tu n'auras jamais de surprise. Tu vois, ce sera tout le temps la même chose. Tandis qu'avec tu vas t'achètes une marque. Tu as une référence. Tu n'as pas de déception, mais tu n'as jamais de waouh. Tandis qu'avec une propriété, il y a des moments où tu as plus waouh, moins waouh. Enfin, c'est plus vivant, quoi. Les médailles, on s'en fout. Ça veut pas dire grand-chose. Les notes, oui, bon, peut-être, pourquoi pas, parce qu'il y a des critiques qui Il y a donnent des des notes. critiques qui écrivent très bien. Oui. Fais bien gaffe à ce que tu dis. Mais il y a certaines critiques, je dirais, dont il faut se méfier quand même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc puis voilà, aller vers des vins vignerons, aller vers des vins bio, oui, bien sûr aussi, c'est plus vivant. Ça me paraît important aussi, même si c'est pas essentiel. Oui, c'est ça. C'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Faut faire gaffe. Ouais. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est un plus. Pour moi, c'est un plus sur le produit, sur sa profondeur qu'il peut avoir, sur sa profondeur, sur ses arômes, c'est vrai qu'on parlait de produits vivants avec le bio tout à l'heure. C'est vrai qu'un vin bio sera vivant et voilà, c'est intéressant. Voilà. Le meilleur tips, peut-être, c'est de goûter. Oui, mais c'est Voir vrai ce que tu aimes. qu'en GD, c'est compliqué, quoi. Tu achètes une bouteille. Ouais. Et puis tu détermines ton profil, puis tu en parles avec tes potes. Il y en a, il faut se méfier. Hein. J'ai des noms aussi, méfie-toi de certains de tes potes. Mais tu goûtes et tu en parles avec ton entourage. Parce que ton goût, les gens qui te ressemblent, s'assemblent. Et donc, voilà, le goût, ça se constitue petit à petit. On peut aimer des choses à 25 ans qu'on n'aimera plus à 45 ans. Clairement, d'ailleurs. Oui, heureusement. Bon, allez, c'est fini maintenant. Plus de questions, Cassandre. Bonne fin de journée. Au revoir.